L'odeur de nettoyant au citron flottait dans l'air alors que je transportais la boîte de la boulangerie à travers la porte d'entrée de mes parents. Maman était dans la cuisine, en train de trifouiller un présentoir à gâteaux d'occasion, tandis que le poulet rôti emplissait la maison à étage avec sa chaleur lourde. Tante Margot déplaçait déjà des vases autour de la table à manger, poussant les lisses d'un centimètre ici et là, comme si des fleurs pouvaient élever le rang de notre famille. Je posai le gâteau à la carotte sur le comptoir et glissai dans mon rôle habituel, fiable, invisible. Céleste fit irruption avec 10 minutes de retard, cheveux coiffés, voix portée, annonçant qu'elle venait de prendre un café avec un acheteur de Shorewood Hills. Elle n'avait ni sac cadeau, ni dessert, ni carte, seulement son histoire. Tout le monde se pencha comme si elle avait apporté de l'or. Le dîner se déroulait selon les habitudes. Papa se servait un autre verre. Maman lissait les serviettes. Tante Margot hochait la tête comme un spectateur. Je coupais le gâteau quand papa me regarda, ricana et dit « Tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur ». La pièce éclata de rire facile et sans réflexion. Céleste sourit encore plus largement. Maman rit aussi, comme si c'était inoffensif. Je gardais mon visage impassible tandis que ma poitrine se serrait. Mes mains bougeaient automatiquement, glissant le gâteau sur les assiettes, mais à l'intérieur je brûlais. Les mots pesaient sur moi plus lourdement que l'odeur du nettoyant au citron. Personne ne remarqua le silence qui s'installait sur moi. Ils étaient trop occupés à suivre la prochaine histoire de Céleste sur une annonce de condo au centre-ville. Quand la soirée se termina, je pris ma veste sans commentaire. Lorsque j'arrivai à l'allée fissurée de mon appartement, mon téléphone vibra. Un message de maman illumina l'écran. La prochaine fois, prends des essuie-tout. On en est à court. Je posai le téléphone, la lueur encore vive dans mes yeux, et pensai à tout ce que je n'avais jamais dit. De retour dans mon appartement, le texto sur les essuie-tout ne me laissait pas tranquille. Il tirait sur un fil qui défaisait des années d'habitude, chacune liée à de l'argent quittant silencieusement mon compte. Je me souvenais de la première fois que papa avait appelé pendant une forte tempête de neige. La facture d'électricité était plus élevée que prévu. Pourrais-je leur avancer $120 jusqu'à vendredi? J'avais 21 ans, gagnant juste assez au bureau universitaire pour couvrir le loyer de mon studio. J'envoyai l'argent sans hésitation. Le vendredi ne vint jamais. Mais février arriva, et avec lui une autre demande, cette fois pour l'essence. En mars, c'était pour l'épicerie. La voix de maman portait ce mélange tendu d'excuses et d'attentes, alors je me disais que je faisais ce qu'une bonne fille devait faire. Le schéma s'installa. Chaque première semaine du mois, je transférais $300 pour les services publics. Les mercredis, encore 40 ou $60 pour l'épicerie. À ma mi-vingtaine, c'était devenu une routine, comme se brosser les dents ou vérifier mes mets. Je conduisais à Woodman's plus de fois que je ne peux compter, déposant des sacs de produits frais et des provisions pendant que Céleste postait des selfies à la Memorial Union Terrace. J'achetais un thermostat au Home Depot sur Stoughton Road, l'installai moi-même parce que le dos de papa se bloquait encore. Quand le chauffe-eau lâcha, ma carte couvrit le dépôt du plombier. À travers tout cela, je me disais que l'amour ressemblait à la fiabilité. Que d'être fiable était mon identité, même si personne ne me remerciait. Céleste restait la star, l'enfant doré au sourire éblouissant. Moi, j'étais le bourdonnement de fond, stable mais oubliable. Une nuit, en faisant défiler mon application bancaire, je commençai à sauvegarder des captures d'écran de chaque transfert. Au début, c'était accidentel. Puis, c'est devenu délibéré. Dossier par dossier, mois par mois. Je recueillais la preuve d'une vie vécue dans des transactions silencieuses. Le dossier grossit jusqu'à ce qu'il semble plus lourd que mon silence, et je sus tôt ou tard qu'il exigerait d'être ouvert. Céleste savait comment remplir une pièce, même si ce n'était qu'avec la caméra de son téléphone. Elle organisait des portes ouvertes sur Monroe Street avec des bols de citrons éclatants sur des comptoirs impeccables, puis postait des réels d'elle riant sur des Porsche qu'elle ne possédait pas. Lors des soirées chaudes, elle posait à la Memorial Union Terrace, un gobelet en plastique de bière levé haut, le lac s'étendant derrière elle. Chaque post accumulait des likes qui semblaient confirmer tout ce que nos parents croyaient déjà. Lors des réunions familiales, ces histoires devenaient le centre d'attention. Maman disait à quiconque voulait l'entendre que Céleste était en voie de devenir la meilleure agente immobilière du comté de Dane. Papa se vantait de ses compétences en réseau, de sa connaissance des bonnes personnes. Quand les factures étaient évoquées, il réécrivait le passé si parfaitement que cela semblait presque vrai. À Thanksgiving, lorsque le chauffe-eau avait lâché, maman sourit à tante Margot et dit « Céleste a passé les appels qui nous ont sauvés ». Je restais là,
me souvenant du dépôt du plombier payé avec ma carte, le reçu encore dans mon dossier. Pendant ce temps, ma propre vie se réduisait pour faire de la place à la leur. Je sautais des dîners avec des collègues parce que j'avais fait un autre virement cet après-midi-là. Je reportais un rendez-vous chez le dentiste pendant 2 ans, me répétant toujours que je le reprogrammerais quand les choses seraient moins tendues. Même la chaise de ma table de cuisine branlait à chaque fois que je m'asseyais, une trouvaille sur Craigslist que je n'ai jamais remplacée parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent pour eux. Puis vint le moment le plus douloureux. Tante Margot, réarrangeant les fleurs comme toujours, se pencha à travers la table pendant une des histoires de Céleste et dit « C'est elle la fiable, n'est-ce pas ?» Maman hocha la tête. Papa ricana. Et Céleste sourit. Le mot « fiable » était destiné à moi, la fille qui gardait leur lumière allumée et leur frigo rempli. Mais à cet instant, je compris que mon rôle avait été volé et repeint de couleurs plus vives, et que j'étais restée trop silencieuse trop longtemps. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, j'ouvris le dossier de capture d'écran et sentis le poids s'accentuer, comme s'il me défiait de compter. Le sommeil était devenu un étranger pour moi. Plus j'essayais de fermer les yeux, plus les mots de ce dîner se rejouaient dans ma tête. Je finis par abandonner, attraper mon téléphone et ouvrir l'application bancaire. La lueur éclaira mon petit appartement. Le seul bruit était le bourdonnement du vieux radiateur. Je commençais à faire défiler. Les virements remontaient plus loin que je ne voulais l'admettre. Factures, courses, essence, réparation de voiture, la liste sans fin des « juste cette fois ». Chaque ligne portait une date, un montant et une note que j'avais tapée sans réfléchir. Courses, factures, aide. Au début, je survolais, mais bientôt je lisais chaque ligne comme s'il s'agissait d'entrer dans un journal que j'avais oublié d'écrire. Je me disais que j'arrêterais après quelques mois, mais mon pouce continuait de bouger. Les années défilaient sur l'écran en quelques minutes. Lorsque j'atteignis le début, le total dans ma tête était devenu quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Je griffonnais des chiffres sur un bloc près de mon canapé, mon stylo appuyant de plus en plus fort à chaque somme. Quand je m'arrêtai enfin, le chiffre me regarda en retour, près de 29 000 $. Ce nombre me frappa plus fort que n'importe quelle insulte. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'étaient les voyages que je n'avais pas faits, les économies que je n'avais jamais constituées, les rendez-vous chez le dentiste que j'avais reportés, les week-ends passés à la maison pendant que Céleste postait des photos d'un autre restaurant au bord du lac. Je restais là, le stylo tremblant, me demandant comment j'avais laissé le silence me coûter autant. Le lendemain matin, je me rendis à la bibliothèque universitaire et imprimai page après page de relevés bancaires. J'achetai un classeur vers bon marché au magasin Dollar sur East Johnson et passai la soirée à perforer et classer chaque feuille. Sur la couverture, j'écrivis un seul mot, ménage. En glissant la dernière page à l'intérieur, le classeur sembla plus lourd que du papier ne devrait l'être. Ce n'était plus seulement une preuve. C'était un enregistrement de mon silence. Et je savais que le jour viendrait où le silence ne suffirait plus. Le dimanche suivant, je repris la voiture pour aller à la maison de l'Est, le classeur vert glissé sous le siège passager comme un secret. Je m'étais dit que je n'en aurais pas besoin, que peut-être ce dîner se passerait sans commentaire, sans comparaison. Mais je l'avais emporté quand même. À l'intérieur, la même odeur de nettoyant au citron flottait dans l'air. La table était dressée, le poulet rôtissait. Tante Margot tournait autour d'Hélice. Céleste fit irruption avec 20 minutes de retard, talons cliquetants, portant un sac brillant. Elle sortit une bougie enveloppée dans du papier doré et la posa devant maman avec un geste théâtral. Maman joignit les mains comme si on lui avait remis un héritage. Je restai là, le gâteau de la boulangerie dans les bras, soudainement invisible. Nous mangeâmes. Céleste emplit la pièce de bavardage sur une prochaine journée portes ouvertes et un client de Shorewood Hills. Papa riait, se penchant en arrière dans sa chaise, verre de vin à la main. J'attendais le moment, bien que je le sentisse déjà tourner autour de moi. Il arriva après le dessert, les assiettes encore chaudes avec des miettes de gâteau à la carotte. Papa me regarda, ricana comme s'il répétait une plaisanterie inoffensive, et le dit à nouveau, « Tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur. » Tante Margot laissa échapper un petit rire, secoua la tête et ajouta, « Céleste est celle sur qui nous pouvons toujours compter. » Les mots tombèrent cette fois plus lourdement. Ma poitrine brûlait, mes mains se crispèrent sur la fourchette. Je pensais au classeur dans la voiture, aux presque 29 000 $ inscrits sur mon silence, et quelque chose en moi se brisa. Je posai la fourchette et regardai papa droit dans les yeux. Alors dis-lui de payer toutes les factures, dis-je, ferme et clair. Parce que je n'enverrai plus d'argent. La pièce devint silencieuse. Maman inspira,
pressant sa main contre sa poitrine. Quoi? Tu es folle? Céleste cligna des yeux, puis sourit comme si on venait de lui donner une nouvelle réplique à jouer. Papa fronça les sourcils, le rire disparut, mais il ne parla pas. Tante Margot se déplaça mal à l'aise avec les fleurs qu'elle avait manipulées toute la soirée. Personne ne bougea. Le silence s'étira. Et pour une fois, je ne me précipitais pas pour le combler. Je le laissais peser, lourd comme le classeur qui m'attendait dans la voiture, sachant que le moment suivant exigerait plus que du silence. Le dimanche suivant, l'invitation arriva dans le groupe familial, les mots joyeux et clairs, dîner à 18h. On parlera d'un plan. Je savais quel genre de plan ce serait. Pourtant, je traversais la ville, le classeur cette fois non caché sous le siège mais posé ouvertement sur le côté passager, son poids constant à chaque virage. Quand j'entrai, la table à manger avait déjà été dressée différemment. Le poulet tranché reposait sur un plat, mais à côté se trouvait une calculatrice, une pile ordonnée d'enveloppes et un bloc de papier couvert de chiffres. Maman se redressa sur sa chaise. Papa avait l'air sérieux, comme il le fait habituellement pour les contraventions, et Céleste se penchait contre le comptoir en faisant défiler son téléphone. Nous avons réfléchi, commença papa. Avec la montée des prix, les taux d'intérêt, l'inflation, il est logique que tout le monde contribue régulièrement. Un plan de contribution familiale, tapa-t-il sur la calculatrice comme si les chiffres sur la page étaient inévitables. Tout le monde, répéta maman. C'est juste. Elle désigna Céleste, qui ne leva même pas les yeux. Je m'assis lentement, glissai le sac de mon épaule et posai le classeur vert sur la table. Avant de parler de nouveaux plans, dis-je, nous devons parler des 4 dernières années. Maman cligna des yeux. Quoi, des reçus? Je répondis. J'ouvris le classeur, les pages s'éventant, remplies de dates, de montants et de notes, chaque virement, chaque paiement. Factures, courses, réparations. J'avais peut-être oublié quelques-uns. La pièce changea d'atmosphère. La mâchoire de mon père se crispa. Ce n'est pas le moment de jouer au comptable. Maman feuilleta quelques feuilles, fronçant les sourcils. Ce sont des cadeaux, Tanson. Tu voulais aider. Nous n'avons jamais demandé tout ça. Céleste leva enfin les yeux, un sourire en coin aux lèvres. Waouh, tu as vraiment fait le compte, hein? Je refermai doucement le classeur et le fis glisser vers moi. Ma voix était stable, plus calme que ce à quoi je m'attendais. Je suis votre fille, pas votre banque. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez, et vous acceptez un non comme réponse. Mais les retraits silencieux, c'est fini. Papa se pencha en avant, la calculatrice toujours sous sa main. Tu es irrespectueuse. Ce qui est irrespectueux, dis-je en croisant son regard, c'est de réécrire ma vie tout en me demandant mon carnet de chèques. Le silence qui suivit fut plus tranchant que n'importe quelle dispute, s'étirant sur la table comme un autre ensemble de chiffres que personne ne voulait reconnaître. Et je sus alors que le silence ne serait plus mon rôle. La nuit suivant le dépôt du classeur sur la table, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Le groupe familial explosa de messages. Papa me prévenait de ne pas dramatiser. Maman tapait de longs paragraphes sur le respect et le sacrifice. Céleste intervint avec un simple émoji riant. Je mis le fil en sourdine, ouvris mon ordinateur portable et fixai l'écran jusqu'à ce que sa lueur stabilise ma respiration. Puis, un par un, je commençai à annuler les virements. Factures, essence, courses. Chaque clic mettait fin à un cycle dans lequel j'avais vécu presque une décennie. Lorsque les confirmations demandaient « Êtes-vous sûr ?», je répondais oui à chaque fois. Le lendemain matin, je fis un nouveau virement, cette fois vers mon propre compte épargne, aux mêmes dates, pour les mêmes montants que j'avais envoyés à ma famille. Cela me semblait à la fois mesquin et nécessaire, comme reprendre une partie de moi-même. Je refermai l'ordinateur et chaussai mes baskets. Le Yahara River Parkway était silencieux, la brume flottant au-dessus de l'eau, les oies traversant le ciel. Mon corps n'avait pas bougé ainsi depuis des années. Je comptais chaque souffle, chaque pas, comme si je notais quelque chose de nouveau. À midi, tante Margot m'invita à prendre un café avec la promesse « Ce n'est pas un piège, ma chère. » Bien sûr que si. Elle souriait au-dessus de sa tasse, débitant des phrases répétées sur l'unité familiale et les ponts non brûlés. J'écoutais jusqu'à ce que ces mots se brouillent dans le cliquetis des cuillères, puis je lui annonçai que je partais. La précision n'était pas de la cruauté, me rappelai-je en sortant. Cette nuit-là, maman publia sur Facebook « Élever des enfants est difficile quand ils oublient d'où ils viennent ». Amis et voisins déversèrent leurs messages de sympathie. Je ne répondis pas. À la place,
je me rendis à la coopérative sur Willy Street, acheter des bails, du saumon et une marque de yaourt que j'avais toujours évité parce qu'elle me semblait superflue. Le soulagement et le chagrin s'entrelacèrent lorsque je déballai les sacs. Je me sentais plus légère, mais aussi plus seule. Pourtant, en me couchant cette nuit-là, mon corps se détendit d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le sommeil arriva sans calcul, et je sus que quelque chose avait changé pour de bon. Les premières fissures apparurent en ligne. Céleste posta une photo de ses nouvelles baskets avec la légende « Self-made ». La skyline du centre-ville de Madison floutait derrière elle. Je restai longtemps à fixer l'image, me souvenant des mois où j'avais couvert son loyer sous l'étiquette « Urgence ». Peu après, papa envoya un texto « Nous formons une unité, Tenson. Chacun fait sa part ». Maman enchaîna avec un long message suggérant un nouveau départ, fixons juste un montant, peut-être $300 par mois. Ainsi, pas de confusion. Elle ajouta un emoji souriant à la fin, comme si cela adoucissait la demande. Cette même semaine, une lettre arriva à mon appartement, adressée à mes parents mais renvoyée à moi parce que mon adresse figurait encore sur d'anciens documents. Un avis de recouvrement, $312 en retard. Je le tenais dans mes mains, la familiarité de l'habitude me tirant. Un instant, j'imaginais ouvrir mon application bancaire et le régler avant que cela n'endommage leur crédit. Au lieu de cela, je le scannais, rédigeais un nouvel email et le leur envoyais à tous les deux avec pour objet « C'est votre facture, pas la mienne ». Pas d'explication, pas de paragraphe, juste la vérité. Au dîner suivant, Céleste évita mes yeux au début. Pendant un instant, je crus qu'elle pourrait dire quelque chose, n'importe quoi, qui admettrait qu'elle connaissait la vérité de ce que j'avais porté. Mais quand papa leva son verre et que maman parla de résilience familiale, Céleste se pencha en arrière, jeta ses cheveux et insista avec une histoire sur la conclusion d'un accord qui ne semblait pas réel. Le sourire en coin était de retour. Le moment passa. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, je fixai une nouvelle règle, pas d'application bancaire après 21h. Quel que soit le solde, il ne pourrait pas réparer ma famille à 21h01. Je branchai mon téléphone de l'autre côté de la pièce, me glissai dans mon lit et laissai le silence m'envahir. Les appels continuaient. Le tourbillon continuait, mais pour la première fois, je sentis que j'avais cessé de graviter autour d'eux. Quelque chose de plus stable avait commencé, et j'apprenais à y vivre. Le premier dimanche où je ne conduisis pas chez eux, je restai dans mon appartement et fis des pancakes. L'odeur du beurre et du sirop emplit la cuisine, et je me laissai traîner à la table pour un long appel à une amie que je n'avais pas vue depuis des mois. Cela me semblait presque rebelle de passer un dimanche matin pour moi-même au lieu de porter des courses à travers la ville. Durant la semaine, je pris enfin rendez-vous chez le dentiste que j'avais reporté pendant des années. La clinique sur Regent Street n'avait rien de luxueux, mais assise dans la salle d'attente, je réalisais combien j'avais négligé au nom de la fiabilité. La facture était à moi seule, et je la payais sans culpabilité. Les messages familiaux ne s'arrêtèrent pas, maman envoyait des mises à jour sur les annonces de Céleste, glissant des commentaires sur l'importance de rester en famille. Papa ajoutait une ligne ou deux sur les temps difficiles. Céleste envoyait une photo d'elle lors d'une signature, étiquetée avec un emoji coupe de champagne. Le ton s'était adouci, mais le récit n'avait pas changé. Personne ne me remercia pour des années de factures. Personne n'admit ce que j'avais porté. Il continuait juste à parler comme si le silence pouvait réécrire le passé. Un après-midi, je me rendis au tribunal du comté de Dane, papier en main, et changeai l'adresse des comptes persistants. Plus de lettres dans ma boîte. Plus de rappels impayés déguisés en responsabilité. En quittant le bâtiment, je me sentis plus légère, comme si j'avais enfin rendu quelque chose qui n'aurait jamais dû être à moi. Cette nuit-là, j'écrivis une nouvelle règle sur un bout de papier et le scotchai au-dessus de mon bureau. L'aide, si elle est demandée clairement et respectueusement, sera considérée. Sinon, la réponse est non. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Je regardai le classeur vert sur l'étagère, fermé, et compris que le prochain chapitre de ma vie ne serait pas mesuré en retrait silencieux. Le soleil se couchait sur le lac Mendota tandis que je marchais sur le sentier du bord du lac, l'eau étincelant d'or là où des kayaks traversaient la surface. L'air était frais, constant sur ma peau, et pour la première fois depuis longtemps, mes pas étaient tranquilles. Mon téléphone vibra dans ma poche, un autre message de groupe, une autre mise à jour sur la dernière victoire de Céleste. Je le regardai, tapai une réponse neutre et rangeai le téléphone. Pas d'argent, pas de ficelle cachée. De retour chez moi, j'ouvris une petite boîte que je gardais sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait une clé en laiton que j'avais trouvée dans un tiroir,
autrefois destinée à une serrure qui n'existait plus. Je la mis dans un cadre vitrine et écrivis un mot sur le fond, limite. Je l'accrochai au-dessus de mon bureau, non pas comme décoration, mais comme rappel de la ligne à ne pas franchir désormais. Le classeur vert resta dans mon placard, coincé entre de vieux annuaires et une couverture d'hiver. Je n'avais pas besoin de l'emmener dans chaque conversation. Pas besoin de le brandir comme une arme. Son rôle était terminé. Il détenait la vérité que j'avais trop longtemps doutée. Et savoir qu'il était là suffisait. Même lorsque des messages arrivaient, maman envoyant une photo du chien, papa laissant entendre des mois difficiles, je ne ressentais plus l'ancienne impulsion de tout arranger. Leur histoire restait la leur. La mienne avait changé. Je versai un verre d'eau, m'assis à mon bureau sous la clé en laiton et laissai le silence m'envelopper. Pour une fois, le silence me semblait à moi. Je ne laisserai plus personne transformer mon amour en transaction.